Poursuivons maintenant notre découverte des Bouches-du-Rhône par son ancienne capitale. À 80 km d'Arles vers l'est, voici Aix-en-Provence. Ville thermale à l'époque romaine, Aix est considérée au XVe siècle par les notables et les riches marchands comme la Florence de la Provence. Originaire de Lille, Delphine s'est installée en Provence il y a 20 ans. Sculptrice et peintre, elle admire cette ville qui a inspiré les plus grands noms de la littérature et de la peinture. Stendhal, Mistral, Zola et bien sûr Cézanne. Pour nous faire découvrir la ville natale de ce peintre qui aujourd'hui encore fait la fierté des Aixois, Delphine retrouve Frédéric Paul, guide du patrimoine et grand admirateur de l'artiste. Aix-en-Provence est une ville qui a beaucoup d'histoire. C'est la deuxième ville en nombre de monuments historiques en France, derrière Paris. 140 monuments inscrits ou classés. Donc il y a énormément d'histoire, énormément de choses à découvrir dans cette ville. Des fontaines, Les fontaines, c'est la ville aux 1000 fontaines. Et puis il y a plein de petits patrimoines cachés. Par exemple, ces balcons, les balcons phalliques qu'on peut voir ici, qui ont cette forme assez particulière de sexe masculin. Et tu me fais découvrir quelque chose? Oui. Oui. Il y a une vingtaine de lieux à Aix-en-Provence où on trouve ce type de balcon. On pense que ce seraient des lieux où des gens habitaient et ils avaient des amours hors mariage. Il y a les ruelles coquines et l'artère officielle. Le cours Mirabeau, ouvert à l'emplacement d'anciens remparts, devient au XVIIe siècle l'avenue chic d'Aix-en-Provence. Là où les nobles font construire leur élégante résidence. Là aussi où il est bon de voir et d'être vu. C'est une promenade à carrosse et les dames de la bourgeoisie pouvaient se promener ici les après-midi, oui. Elles montaient, elles descendaient, elles montaient, elles descendaient. Alors, ça n'a pas beaucoup changé parce que le vendredi soir et le samedi soir, il y a des voitures qui montent et qui descendent. Ouais. Voilà. Et là, ce café, c'est le plus vieux café d'Aix-en-Provence et Cézanne avait ses habitudes ici. Et donc voilà, ici on rentre dans le salon Antoine. Et c'est une pièce célèbre du Café des Deux Garçons parce que c'est ici que Cézanne venait passer ses après-midi avec Émile Zola. Il venait boire un verre et jouer aux cartes. Ce qui est touchant ici dans ce lieu, c'est que rien n'a changé depuis l'époque. Les dorures, les corniches sont classées, les miroirs sont d'époque, ce sont des miroirs à l'ancienne, à l'étain. Si Cézanne, si Zola revenait dans le café aujourd'hui, ce serait pareil. Il reconnaîtrait le lieu parce que c'est vraiment comme ça que c'était. Les pas de Cézanne emmènent maintenant Delphine et Frédéric vers le véritable refuge de l'artiste. Son atelier, aujourd'hui propriété de la ville. Ah, c'est magique. Wow. Son endroit. C'est l'entrée du maître. Allez, allons voir ce que ça donne de l'intérieur. Ah ouais, je suis pressée de voir ça. Gabriel Maginier veille sur cette maison que Cézanne a fait construire en 1901, selon ses propres plans, pour y abriter ses créations. L'atelier de Cézanne, Gabriel, là. Oui, c'est un endroit assez magique, effectivement. C'est la fin de la vie de Cézanne. Hein. Et l'atelier servait à Cézanne pour peindre ici des natures mortes, des portraits. Et il a peint surtout les grands tableaux, les grandes baigneuses qu'il a peint sur ce chevalet notamment. Ce chevalet-là, waouh. Énorme. Mais il était grand, ce tableau. Oui, le tableau faisait 2,51 m par 2,08 m pour la plus grande version. Ces grands tableaux, malgré tout, Cézanne va les peindre à l'intérieur dans cet atelier avec cette grande verrière parce qu'il se sent à l'intérieur comme s'il était à l'extérieur. Comme il ne pouvait pas sortir ses grandes toiles dans le jardin et comme il avait pris l'habitude de peindre en plein air, il va faire casser le mur. Je vais vous montrer le petit secret de l'atelier. Effectivement, il faisait passer en fait les grandes baigneuses, les grandes de toile par cette fente, par cette porte. Il les faisait coulisser en fait du chevalet jusque dans le jardin où il les peignait donc directement face à la nature en s'inspirant des formes de la nature. Ici, les 4 dernières années de sa vie, Cézanne peint avec frénésie. Avec les grandes baigneuses réalisées en 1906, il prend pour modèle tous les objets du quotidien qui l'entourent, comme ce vase, ce pot à gingembre ou cette bouteille. Même ces crânes humains ont inspiré l'artiste. Des objets et des affaires personnelles précieusement conservés depuis plus d'1 siècle. Par exemple, tu as le chapeau, alors qu'il y a un objet très symbolique. Chapeau de Cézanne. C'est un objet pour Cézanne qui revêt une importance particulière. Waouh. Ah oui, c'est émouvant là. Ouf. Dans cet atelier, où la présence de Cézanne est encore très forte,
un autre trésor est rarement dévoilé. On conserve encore aujourd'hui dans cette boîte de peinture, par exemple, des pinceaux. Les vrais pinceaux. Oui, les vrais pinceaux de Tu me Cézanne. le donnes encore? Avec lequel il a peint, par exemple, les 15 dernières montagnes, 5 victoires, 11 huiles, 4 aquarelles du sommet de la colline des Loves et les dernières grandes baigneuses. C'est un objet, c'est presque une baguette magique. C'est presque une baguette magique. Je ne sais pas si je deviendrai meilleure en peinture après.